Black Snake Moon, quel film mes amis, séance de rattrapage pour ce film que j'ai découvert hier soir à l'heure où je tourne cette vidéo. Très grand film qui m'a un petit peu scotché, j'avais envie de vous en parler. C'est tout de suite. Bienvenue les fortistes, bienvenue sur la toile donc pour cette séance de rattrapage, pour ce film Black Snake Moon. Black Snake Moon qui date déjà de 2006, que je n'avais jamais vu. Et ouais, il traîne dans ma collection depuis pas mal de temps. Vous le savez, j'ai une collection comme la vôtre sans doute, avec quelques trucs à voir, à découvrir, des choses qui traînent un petit peu depuis pas mal de temps. Black Snake Moon, je le connais surtout par cette éblouissante bande originale, cette soundtrack que j'ai dans ma collection aussi depuis un moment et que j'écoute régulièrement. Je la trouve vraiment puissante et je me suis toujours dit qu'il fallait que je voie le film. Et hier, j'écoutais encore une fois ce morceau Stackouli chanté par Samuel Jackson en fusion, complètement fou. Je me suis dit, il faut quand même qu'on finisse par regarder ce film et ça a été chose faite. Et franchement, ça a été une grosse claque. Une grosse claque pour ce film qui, je pense, aurait bien du mal à exister aujourd'hui en 2024. Franchement, tellement il semble à contre-courant de tout ce qui se fait aujourd'hui. Je veux dire, cette proposition complètement dingue qu'on doit à Craig Brewer. Alors Craig Brewer, ça vous dit peut-être pas grand-chose, c'est un réalisateur qui a pas fait des choses complètement folles, on va pas se mentir. En 2005, il réalise Hustle and Flow, qui fait un petit peu son petit bruit avec Terrence Howard, bien avant que Terrence Howard ne s'approprie le rôle de Roddy dans le premier Iron Man, puis qu'il prenne le melon et qu'il se fasse dégager au profit de Don Cheadle. Hustle and Flow, c'est l'histoire d'un mec qui va essayer de se reconvertir en star du rap. Franchement, ça fonctionne bien, c'est un univers très urbain, comme semble les affectionner Craig Brewer. Ça fonctionne, c'est un très bon film, moi j'avais beaucoup aimé, mais franchement, rien de comparable avec ce Black Snake Moon, je trouve que c'est une vraie claque. Craig Brewer n'a en réalité pas fait grand-chose. De la télé, des épisodes de séries télé, alors des trucs plutôt pas mal, comme The Shield ou la série Empire. The Shield, c'est une très très grande série, hein. Vraiment très bonne série. Il a réalisé aussi le remake de Footloose, qui est bien moins mauvais que ce qu'on en dit, forcément. Il fallait porter l'héritage du film avec Kevin Bacon. Vous savez que dans ma vie, il y a deux Kevin Bacon, Kevin Costner, j'adore tout ce qu'ils font. Footloose, c'est un de mes films de référence, mais pour le coup, je trouve le remake pas si mauvais que ça. Il est même plutôt sympa. Il s'est fait démonter juste parce que c'était le remake d'une œuvre culte, donc forcément qu'elle a l'intérêt de faire des remakes de films de cette envergure-là, mais je le trouve plutôt sympa. Mais la carrière de Craig Brewer n'a rien de vraiment folichon. Elle se termine à cette date, en 2021, avec Un Prince à New York 2, de triste facture, donc voilà, c'est une filmographie un petit peu sans relief, duquel on peut sortir cette pépite, Black Snake Moon, en se disant, mais qu'est-ce qu'il leur a pris? Alors il faut noter que ce film, il est réalisé, mais écrit par Craig Brewer, c'est son bébé, c'est un échec au box-office, le film doit avoir coûté quelque chose comme 15 ou 16 millions de dollars, il en rapporte 10 tout autour du monde. Je pense qu'il a bénéficié d'une sortie technique seulement, pas forcément d'une sortie tambours et trompettes sur le grand écran. Même en 2006, je pense que la Paramount ne savait pas trop quoi faire de ce film. Finalement, ils ont dû lui donner ce film à réaliser. Ouais, t'auras Samuel L. Jackson, Christina Ricci, Justin Timberlake. Fais ton film, je pense qu'ils s'attendaient à toute autre chose. J'ose pas imaginer la tête des exécutifs quand ils ont découvert le film. Déjà, ce pitch-là. On en parle un petit peu quand même de l'histoire. C'est l'histoire d'un mec désabusé, un vieux bluesman interprété par Samuel L. Jackson. Sa femme le quitte, il va pas bien, il est au fond du trou, et il va croiser la trajectoire d'une jeune nymphomane, une femme complètement perdue, une jeune fille complètement perdue, jouée par Christina Ricci, qui passe son temps juste à tromper son boyfriend, qui lui a décidé de partir à la guerre, qui est victime de plein de névroses, qui part faire son service, ou je sais pas quoi, dans les Marines, et elle reste dans cette bourgade perdue du Sud, où elle se laisse juste troncher par n'importe qui, excusez-moi, mais c'est littéralement ça, c'est un film où le sexe est omniprésent, et leurs trajectoires vont se croiser, jusqu'à ce que lui décide de la prendre sous son aile, littéralement, en l'enchaînant, ni plus ni moins, parce qu'elle va se faire tabasser un soir. Alors on passe son temps dans un récit très glauque à voir des personnages descendre jusqu'au fond des enfers. Au moment où on croit qu'ils ont touché le fond, non, ils creusent encore. Et puis à un moment, elle va se faire finalement tabasser, laisser sur le bas-côté, laisser pour morte. Et lui va la trouver à ce moment-là. Il va la recueillir, il va
la traiter un petit peu comme sa fille, comme un oiseau blessé en essayant de la remettre sur pattes, de lui redonner des ailes, mais pour ça, il y a un moment où il va décider de l'enchaîner pour la protéger d'elle-même. Alors imaginez quand même ce postulat, hein, Samuel L. Jackson, hein, dans cette Amérique sudiste, encore assez raciste, qui va retrouver cette jeune femme blessée sur le bord de la route, une jeune blonde, et qui va décider de l'enchaîner un petit peu pour lui redonner de la vie, pour l'aider à repartir sur de bons pieds. Un pitch complètement fou, un film qui ne se dissimule derrière rien et qui vous donne exactement cette proposition jusqu'au boutiste. Résultat sur Rotten Tomatoes, des notes qui sont pas si mauvaises, 66 genre côté critique, 69 côté public, vous savez que ça ne veut rien dire, hein. Rotten Tomatoes, moi je suis pas très fan, mais c'est pour vous donner une idée un peu de la réception de ce film. Ceci dit, je pense que ce projet, une fois fini, qui sointe le sexe, qui sointe la violence, le sordide, et aussi la musique blues dans ce qu'elle a de plus swampy, bah franchement, je pense que ce projet, au moment où Paramount l'a découvert, ils ont dit « mais qu'est-ce qu'on fait de ça ?» Donc ils ont dû le bazarder sur quelques écrans à la va-vite, histoire de se débarrasser de cette patate chaude, parce que je vous parlais de Rotten Tomatoes, mais si vous allez voir le consensus critique, vous voyez déjà souffler le vent de nos 12 années d'aujourd'hui, où on est prompt à fustiger très vite ce qui écorne un peu l'image de la femme, et donc forcément une jeune femme enchaînée comme ça, c'est pas fait pour passer. Donc on voit régulièrement dans les critiques sur Rotten Tomatoes outrageous, donc outrageant, vraiment un truc contraire aux bonnes mœurs. Voilà, on peut que féliciter Craig Brewer pour aller à fond dans l'outrageant. Voilà ce qu'on peut lire en filigrane. Donc je pense qu'on commençait déjà à voir arriver les levées de boucliers qu'on vit aujourd'hui pour un film, pour une proposition encore une fois qui est complètement what the fuck. Au niveau des actrices, des acteurs, on peut que féliciter Samuel L. Jackson. Est-ce qu'un film aujourd'hui pourrait se faire comme ça? Est-ce qu'on pourrait leur proposer un tel projet? Je sais pas du tout qu'on voyait ça aujourd'hui. Un film quand même de gros studio, hein. Parce que je vous dis pas que ce film pourrait pas se faire aujourd'hui. Il pourrait sans doute se faire, mais il se ferait de manière indépendante par un petit studio, peut-être même A24. Et même si A24, je les trouve plutôt consensuels, pour le coup, il irait vraiment du côté des studios un petit peu indés, avec des acteurs, actrices pas trop connus. Là, on a carrément Samuel L. Jackson. Alors bien sûr, c'est avant qu'il ne décroche le rôle de Nick Fury, c'est en 2006. Donc pour le coup, là, aujourd'hui, il a 75 ans. Ouais, Samuel L. Jackson, il a 75 ans. On peut dire qu'il porte beau, c'est rien de le dire. Alors il sort à l'époque de Star Wars 3, du film Des serpents dans l'avion, mais il tient toujours la tête d'affiche à cette époque-là, hein, Chambre 1408, et puis Cleaner, c'est quelqu'un qui a quand même un peu le vent en poupe. De là à aller s'égarer dans un projet comme ça, et je dis ça avec beaucoup de bienveillance, parce que forcément j'adore ce film, il fallait oser aussi quand on s'appelle Christina Ricci, quand on a commencé sa carrière dans Les Deux Sirènes quand on était toute petite, aujourd'hui elle a 43 ans, à l'époque elle en a 26, faut savoir que sa carrière commence donc dans Les Deux Sirènes avec Cher, vous vous souvenez de cette chanson là, il y a Winona Ryder dans le film, c'est en 90, depuis elle a fait après Les Valeurs de la famille Adams, où elle s'est approprié le rôle de Mercredi, elle a fait pas mal de choses quand même. Et Christina Ricci, même bien avant Black Snake Moan, elle a essayé un peu d'écorner son image, d'aborder des projets plus adultes. On se souvient de Buffalo 66 avec Vincent Gallo. On pense aussi à Sexe et autres complications. Las Vegas Parano de Gilliam avec Johnny Depp. C'est vraiment un film complètement autre aussi. À quoi on peut penser Pecker de Waters, donc le chantre du mauvais goût. Donc elle essaye vraiment d'aller défricher d'autres terrains, 200 Cigarettes, plein de films comme ça, complètement indé, un petit peu autre, où elle n'a pas une image de sainte ni touche, loin de là. Et elle est quand même reconnue, elle a quand même une notoriété dans le milieu, parce qu'elle tourne quand même avec Tim Burton pour Sleepy Hollow, qui est quand même un gros film de studio. Donc voilà où en est Christina Ricci, c'est une actrice aux multifacettes, et dans Black Snake Moan, elle explose dans un rôle qui est pas évident, parce qu'on pourrait vite dire ouais, elle a un rôle facile, elle passe la moitié du temps à Walp avec un mini short à minauder, et pas du tout, c'est un rôle qui est pas évident, il faut quand même oser comme ça une prestation physique, une prestation fiévreuse, qui est pas évidente, je pense, qui est pas à la portée de n'importe quelle actrice. Bref, dans ce rôle, elle excelle entre fragilité, entre abandon, entre perversité aussi, dans ce rôle d'une jeune nymphomane, franchement, qui a besoin qu'on l'enchaîne pour s'en sortir. Et je noterais peut-être une erreur de casting en la personne de Justin Timberlake. Alors pour le coup, Justin Timberlake, là, il a son petit rôle, son petit minou, on dirait qu'il a 14 ans. Franchement, on dirait qu'il sort des pages d'un magazine de mode. Erreur de casting, oui et non. Je pense que physiquement, il a le rôle qu'il faut. On peut comprendre qu'elle tombe amoureuse de lui, parce que pour le coup, qu'elle soit même amoureuse folle de lui,
parce que pour le coup, dans le rôle de Ronnie, il dénote un petit peu au milieu de cette galerie de personnages un petit peu troubles dans cette petite ville, la refermée sur elle-même. Lui, il représente un peu la beauté, la porte de sortie, mais lui aussi, il est plein de névroses, et je suis pas sûr, en toute honnêteté, que il ait eu les épaules assez larges pour porter vraiment ce rôle qui méritait vraiment de la nuance. Il passe bien à l'écran, hein. Il me gâche pas mon plaisir. Le film, je l'ai adoré, et c'est en partie grâce à lui. Je pense qu'un autre acteur, peut-être une gueule moins connue, aurait pu y apporter plus de nuances, quelque chose d'un peu plus fort. Voilà, c'est un petit bémol que je mettrais au film. Mais sinon, franchement, on est face à quelque chose de complètement fou. Et c'est un film, à mon avis, qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. C'est un film qui va tellement à l'encontre de tout ce qu'on entend un petit peu partout. Je veux dire, vous sortez ça aujourd'hui avec des acteurs de premier plan, mais c'est un scandale. Je veux dire, les ligues féministes vont se lever. Est-ce qu'on peut dire que ce film n'est pas féministe? Là, on peut se poser la question. Nous, vous, moi, qui avons l'habitude de travailler la nuance, d'essayer de trouver un petit peu la vérité derrière les choses. Franchement, oui, dis donc, un mec du Sud qui fout une chaîne sur une jeune nymphomane, vraiment, la femme enchaînée, le rôle de... Non, pas du tout, parce que le film jamais ne prend parti pour personne, on vous raconte des trajectoires brisées. Évidemment, c'est facile ce genre de film, on se dit, ouais, lui, il a un moment de sa vie, franchement, au fond du gouffre, il est en proie à la colère, il est pas bien, sa femme l'a quitté, lui a dit simplement qu'elle ne l'aimait plus, il est un petit peu perdu, il joue plus C'est quelqu'un qui a eu l'habitude d'enflammer les clubs de blues, et puis là, il joue plus du tout, et puis elle est au fond du gouffre, mais au fond du gouffre, au surfond du gouffre, je veux dire, les personnages qui sont autour d'elle sont toxiques au possible, mais elle est toxique pour elle-même, même sa mère est toxique, tout le monde est toxique autour d'elle, donc c'est une horreur, et ces deux trajectoires vont leur permettre à eux deux de renaître. Alors bien sûr, c'est une thématique qui est utilisée, qui est usée jusqu'à la corde dans le cinéma américain, on va pas se mentir, ils vont tous les deux s'appuyer l'un sur l'autre, mais leur relation est tellement belle, tellement bien interprétée, qu'on n'a pas de mal à y croire. À aucun moment, il y a de tentation, de tension sexuelle entre les deux, franchement, même si elle est tout en proie à sa nymphomanie, qu'elle essaye bien à des moments de l'allumer, on va pas mentir, il y a une espèce d'évolution dans leur rapport, mais on voit cette espèce de tendresse qu'il a pour elle, et lui, c'est un personnage finalement très droit, qui va retrouver un peu sa droiture, son goût de vivre, un peu s'ouvrir à nouveau aux autres à son contact, et elle de même, donc en fait, c'est vraiment, vraiment très fin, et en soi, je vous dis que c'est pas un film qui est féministe ou qui est machiste, rien du tout, parce qu'on a des beaux personnages, on a des belles trajectoires. La femme qui vient annoncer à Samuel Jackson qu'elle l'aime plus et qu'elle le quitte, on n'est pas en droit de la juger, c'est son choix, on ne sait pas ce qu'il y a eu entre deux, voilà, on ne sait pas comment ça s'est passé, elle décide de partir, son ami qui revient et qui lui dit « ouais, mais je t'aime quand même » et tout, alors qu'il se barre avec sa femme, il vient quand même essayer d'arrondir un peu les angles, pour le coup ça se passe assez mal, la scène est assez violente, mais on peut pas le juger non plus, on peut pas juger ces personnages, et de la même façon, le personnage interprété par Christina Ricci a eu beaucoup de violence dans sa vie, des abus, des choses dont elle a du mal à se remettre, bref, une espèce de fracture psychologique, on la comprend tout à fait, donc on ne la juge pas non plus, on a vraiment des personnages qui sont beaux dans leur laideur, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, cette histoire, je l'ai appréciée énormément, par le fait de cette mise en scène que je trouve brillante. Je vous parle souvent de ces réalisateurs qui composent des tableaux, là on est vraiment là-dedans, hein. On est dans des tableaux. Si vous mettez ce film dans votre platine, que vous le regardez et que vous en regardez 10 minutes, en toute honnêteté, si au bout de 10 minutes, un quart d'heure, vous n'avez pas accroché, c'est peut-être que vous accrocherez pas, mais je trouve qu'il y a une proposition tellement forte, vraiment, vraiment, le lettrage du film, quand il s'affiche, vous allez voir, il y a un côté Tarantino, un petit peu à l'ancienne, un petit peu 70s, il y a un côté Tennessee Williams dans ce film, vous voyez, avec ce sud fiévreux, et franchement, on compose des tableaux en permanence, on n'a pas eu de mal à sortir, pour la promo du film, donc pour les photos promotionnelles un petit peu, la promo qui n'a pas dû avoir lieu, mais on n'a pas de mal à sortir des beaux tableaux, parce qu'en permanence, tout est maîtrisé, tout est vraiment composé dans le cadre, c'est vraiment magnifique, à l'image de ce corps, par exemple. La laideur est magnifiée par la caméra de Craig Brewer, par exemple, quand il trouve ce corps inanimé, le corps de Christina Ricci, il y a une espèce de beauté de lui qui se balade dans son jardin, puis qui d'un coup la voit et qui s'approche, il y a une espèce de beauté de la nature autour, je sais pas, il y a quelque chose qui émane de ce film qui est complètement fou, et c'est dû à la mise en scène, je vous dis, absolument brillante. À l'image de cette chaîne, on aurait pu n'en faire qu'un ressort scénaristique comme un autre. Non, non, elle est vraiment magnifiée, cette chaîne. Elle est certes autour de Christina Ricci pour l'empêcher de faire n'importe quoi, pour la retenir un petit peu, et ce symbole de la chaîne, il va revenir à plusieurs moments dans le film, mais lui-même, il est enchaîné finalement, parce que Samuel L. Jackson, il est enchaîné par son passé, il est enchaîné par beaucoup de choses, donc au moment où il va la libérer de cette chaîne, je vous fais des micro-spoils, mais au moment où ils vont trinquer à la liberté, elle dit « tu rigoles », et puis c'est le moment où il la libère, il a un discours très touchant à ce moment-là, au moment où il la libère, ils se libèrent tous les deux, et ils
se sont apprivoisés et décident de se faire confiance. C'est un très beau film. Alors, noyé sous le sordide, noyé sous la crasse, on arrive à trouver la beauté. C'est un exercice d'équilibriste, franchement, que j'aurais pas cru découvrir en voyant ce film. Moi, j'y allais pour voir un film avec des morceaux de blues un peu enlevés. On en a, hein, le blues est omniprésent. Et d'ailleurs, dans cette atmosphère moite, suffocante du sud des États-Unis, jamais le blues n'a été aussi bien représenté. Le blues comme moyen d'expression pour le personnage de Samuel L. Jackson. Chaque fois qu'il a envie de parler, ou il y a des moments où il livre des vérités, il le fait en musique, avec des notes de guitare, des notes un peu swamp. C'est très très agréable et c'est vraiment chouette. Il y a des moments qui sont... Il y a un moment où ils vont tous les deux, lui il se remet à jouer du blues, il met l'ambiance, on se croirait dans le club de Dirty Dancing, si vous vous souvenez de cette scène où ils sont entre eux, ils dansent complètement follement, là c'est pareil. The Dirty Dancing, c'est là quand Samuel L. Jackson va chanter ses chansons. On a peur parce que cette mise en scène où on se dit, est-ce qu'elle va pas replonger? On voit Christina Ricci, et non, elle replonge pas, elle laisse libre cours à son envie sur le moment, mais sans perversité, sans nymphomanie excessive. C'est une très très belle scène. Et du coup, encore une fois, je vous le dis, ce décorum du blues, parce que c'est un film qui est très blues, il est pas là par hasard, il est là vraiment pour habiller chacune des images, du doigt tendu de Christina Ricci au début du film, aux dernières images. Alors, ce film, j'ai mis 8 sur 10. Pour le moment, c'est typiquement le 8 sur 10 d'un film que je viens de découvrir. Voilà, une découverte du moment, ce film que j'ai pris en pleine face. Je lui mets un petit 8 sur 10, qui ne veut rien dire, il veut juste dire que moi je le note 8 sur 10 parce que je m'attends à le réévaluer, j'ai déjà envie de le revoir, et probablement qu'il va monter un petit peu, ce qui me retient de lui mettre plus, éventuellement, de le considérer comme un classique instantané, c'est peut-être la fin du film que je trouve un petit peu maladroite. J'aurais préféré un autre type de conclusion, mais je peux même pas vous dire laquelle, parce que franchement j'ai été porté par l'histoire, quand le générique est tombé, il m'a semblé tomber au bon moment. On a discuté un petit peu avec ma compagne, il y a un petit peu de souffrance, mais en même temps, il y a de l'espoir, voilà. On ne sait pas où vont aller ces personnages, est-ce qu'ils vont rechuter, est-ce que ça va être... On pense qu'on a laissé le personnage de Samuel L. Jackson à un bon moment. Par contre, Christina Ricci, est-ce qu'elle va voler vers un ciel plus lumineux? On ne sait pas trop, voilà. Cette espèce de fin un petit peu douce amère, mais qui est à l'image du film, finalement. Tout ce film est un petit peu doux amer, voilà. Et on va s'arrêter là, cette petite émission, c'était juste pour vous donner envie de le voir. J'espère sincèrement que vous allez suivre mon conseil et que vous allez revenir m'en parler dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous l'avez vu, si vous l'avez pas aimé, redonnez-lui sa chance. Je vous dis aujourd'hui, dans le climat actuel, 2024, un petit peu de bienveillance forcée, où on vous force un petit peu à adopter des points de vue, attention, ne regarde pas ça, oulala, quel film mauvais et tout. Franchement, ce film m'a fait l'effet d'une bouffée d'oxygène. J'ai redécouvert du cinéma, des personnages qui existent vraiment, un cinéma sans concession, mais dans le bon sens du terme, voilà. Je vous encourage vraiment à le regarder. Et revenez m'en parler encore une fois dans les commentaires. Si vous avez tenu jusque-là, le petit pouce, ça fait super plaisir. Et c'est sur ces bonnes paroles que je vais vous laisser, comme toujours, à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!